Vous êtes bien à l'écoute de Radio France Internationale. Il est 17h à Paris, 19h à Damas. Le journal en français facile. Véronique Rigolet. Bonsoir à tous. Nous sommes le lundi 23 décembre et je suis ravie de vous présenter cette édition du journal en français facile. À la une ce soir, le Premier ministre Bayrou sur le point de présenter son gouvernement. Il devrait être annoncé à 18h30 ce soir à Paris. Dans 1h30, les derniers arbitrages sur le casting, le nom des futurs ministres ont été rendus. C'était une journée de deuil national en France pour que les Mahorais se sentent entourés par un pays tout entier, a dit le Premier ministre. 10 jours après avoir été dévasté par le cyclone Chido, Mayotte manque pourtant encore d'eau et de nourriture. Enfin, au Proche-Orient, la crainte d'un retour des djihadistes de l'État islamique en Syrie. 2 semaines après la chute de Bachar el-Assad, l'inquiétude plane sur le nord-est syrien où des centaines de combattants de l'EI sont détenus. Reportage à suivre dans le camp d'Alol avec notre envoyée spéciale Marie-Charlotte Roupi. Des drapeaux en berne, c'est-à-dire des drapeaux abaissés et 1 minute de silence. La France a observé une journée de deuil national aujourd'hui en solidarité avec Mayotte, le département d'outre-mer dévasté il y a un peu plus d'une semaine par le cyclone Chido. Le cyclone le plus dévastateur depuis 90 ans qui aurait fait au moins 35 morts et plus de 2500 blessés selon des bilans encore très provisoires. Les Mahorais sont dans le cœur de tous les Français. Les victimes dans nos mémoires, a déclaré le président Macron sur le perron de l'Élysée. Minute de silence également observée à Saint-Denis, en proche banlieue parisienne, où une petite centaine de personnes s'est rassemblée ce matin devant la mairie Baptiste Coulon. Mesdames et messieurs, en hommage aux victimes à Mayotte, je vous prie de bien vouloir respecter 1 minute de silence. 11h pile ce matin, les habitants de Saint-Denis se figent en silence. C'est aussi le cas des élus vêtus de leurs écharpes tricolores, de quelques pompiers de Paris également alignés au garde-à-vous en soutien à leurs collègues mobilisés à 8000 km d'ici. Moment de recueillement et de solidarité aussi, auquel la ville de Saint-Denis devait répondre présent, estime Armand, un habitant. C'est une ville cosmopolite avec tous les gens qui ont la main sur le cœur, qui sont un peu plutôt affectés par tout ce qui peut se passer, non seulement dans le territoire outre-mer, mais aussi à la métropole. Ils ont toujours répondu présent, que ce soit aux grands événements ou bien aux événements malheureux, auprès de tous ceux qui ont besoin, les nécessiteux, quoi. Donc en gros, c'est vraiment important pour la population de répondre présent à ce moment un peu plutôt douloureux, quoi. Et preuve que la ville se montre solidaire, une collecte de nourriture, de produits d'hygiène, de fournitures scolaires a été ouverte ce matin à Saint-Denis. Certains cartons étaient déjà remplis et prêts à partir en direction de Mayotte. Sur place, à Mayotte, les secours s'organisent, mais l'aide peine toujours à arriver, provoquant la colère des élus mahorais. L'eau, la nourriture, les secours ont encore du mal à arriver dans les zones reculées. C'est ainsi alarmé ce matin la députée de l'archipel, Estelle Youssoufa, alors que, dit-elle, 90% de Mayotte est détruite et 90% des habitations n'ont plus de toit. Au Mozambique, également dévasté par le cyclone Chido, le bilan s'est alourdi à 120 morts aujourd'hui et 900 blessés. Particulièrement sinistrée, la province de Cabo Delgado. Elle concentre la quasi-totalité des morts et l'écrasante majorité des dégâts, avec 500 000 personnes touchées par la catastrophe. La France, toujours dans l'attente de la nomination d'un nouveau gouvernement, il devrait être annoncé à 18h30 ce soir, heure de Paris. L'on connaîtra le casting gouvernemental, le nom des ministres nommés. Le RN, le parti d'extrême droite, avait vivement critiqué ce matin l'entrée possible du républicain Xavier Bertrand, y voyant un très mauvais signe, mais excluant une censure immédiate de François Bayrou.
Au Proche-Orient, 2 semaines après la chute de son allié Bachar el-Assad, l'Iran affirme son soutien à la souveraineté de la Syrie, tout en affirmant ne pas avoir de contact direct avec les nouveaux dirigeants syriens. Le ministère iranien des Affaires étrangères appelle notamment la Syrie à ne pas devenir un repère pour le terrorisme, car avec le changement de pouvoir à Damas, une inquiétude plane sur le nord-est syrien, où des centaines de combattants et dirigeants de l'État islamique sont détenus dans les prisons de l'administration autonome, ou bien encore au camp d'Al-Hol. La déstabilisation du pays fait craindre une reprise d'activité des cellules djihadistes. Reportage de notre envoyée spéciale Marie-Charlotte Roupy au camp de déplacés d'Al-Hol. Sur le marché du camp d'Al-Hol où se mélangent des réfugiés irako-syriens et les familles de l'État islamique déplacées après la fin du califat, le nouveau pouvoir de Damas, dominé par le groupe islamique radical HTS, ravive des espoirs enfouis. Abou Jassem espère rentrer à Deir ez-Zor. On avait peur du régime, mais plus maintenant. Même si on ne sait pas encore ce qui va se passer, au moins quand on partira du camp d'Al-Hol, personne ne va nous traîner devant les forces de sécurité en nous disant qu'on était de Daesh et qu'on était au camp d'Al-Hol. Maintenant, tout ça, c'est fini. Les autorités, elles, sont en alerte. Les forces kurdes ont accentué la vigilance autour d'Al-Hol. Elles craignent que l'État islamique profite de la situation pour attaquer de l'extérieur ou de l'intérieur. Jihan Koshi, responsable du camp. On ne sait pas quels sont les plans de l'État islamique et leurs projets. Mais finalement, nous avons 40 000 personnes ici. Si 10 000 d'entre elles organisent une émeute, je ne sais pas quelle pourrait être notre réaction. Ce sont principalement des femmes et des enfants. Al-Hol est une bombe à retardement et elle est prête à exploser. Dans le secteur protégé destiné aux habitants menacés par l'État islamique, Hamid surveille sur son téléphone leurs canaux de communication. Certes, il n'y a pas de meurtre actuellement, mais il y a des cellules qui restent actives. On échange des messages sur leur chaîne partagée. Il y a des responsables de Daesh à l'extérieur qui donnent des ordres. Tout est surveillé pour éviter l'embrasement alors que la coalition internationale poursuit ses opérations contre l'État islamique au sud d'Al-Hol. Marie-Charlotte Roupy, de retour d'Al-Hol, RFI. Et les délégations étrangères continuent en tout cas de se succéder à Damas, où le nouveau dirigeant syrien, Ahmad al-Shareh, a reçu aujourd'hui le chef de la diplomatie jordanienne et une délégation qatari. Aux États-Unis, Joe Biden a finalement commué la peine de 37 condamnés à mort en peine de réclusion criminelle à perpétuité. Une clémence qui intervient moins d'un mois avant l'investiture de Donald Trump, fervent partisan de la peine capitale. Le président élu qui, de son côté, poursuit ses annonces fracassantes. Il a ainsi annoncé hier vouloir arrêter le délire transgenre dès son premier jour à la Maison-Blanche. Et il s'en est pris par ailleurs au Panama et à son canal, dénonçant les droits de passage ridicules et menaçant de reprendre le contrôle du canal. Une déclaration qui étonne au Panama. Pour Annette Planel, militante de la société civile panaméenne, aucun changement de tarif n'annonçait cette réaction de Trump. On est très surpris parce qu'il n'y a rien de nouveau qui pourrait provoquer cette réaction du président Trump. Il n'y a aucun changement concernant les tarifs du canal. Au contraire, on les annonce des années en avance. Les tarifs ont commencé à augmenter en 2023 et cette hausse prend fin en 2025. Ce n'est pas nouveau. Et cette augmentation concerne tous les pays sans distinction. Ensuite, avec cette déclaration, on a l'impression d'un retour dans le passé. La restitution du canal de Panama aux Panaméens a pris 15 ans et elle s'est produite il y a 25 ans. L'anniversaire aura lieu le 31 décembre. On ne comprend donc pas ce qui a pu déclencher cette réaction du président élu. Enfin, sur le front économique, la fusion de 2 géants asiatiques du secteur automobile, le japonais Honda et son compatriote en difficulté Nissan, se sont en tout cas entendus pour ouvrir des négociations en vue d'une fusion qui donnerait possiblement naissance au numéro 3 mondial. Voilà, il est près de 17h10 sur Radio France Internationale. Ainsi s'achève cette édition du journal en français facile. Merci de votre écoute. Vous pouvez bien sûr réécouter ce journal à tout moment sur notre site internet françaisfacile.rfi.fr.